Blooming You, le podcast Mieux-être, corps et esprit. Aujourd'hui, nous abordons un domaine clé de la santé, les compléments alimentaires. Notre invité du jour, Mathieu, est biologiste, biochimiste et auteur du livre Compléments alimentaires, votre révolution santé, paru chez Marabout Éditions. À travers ses travaux, il démystifie le monde des compléments alimentaires avec une rigueur scientifique, tout en invitant à reprendre le contrôle de votre santé. Chers auditeurs, dans notre précédent épisode avec le docteur Jean-Michel Cohen, nous avons plongé dans l'univers des compléments alimentaires et levé le voile sur leurs promesses et réalités. Vous vous souvenez sans doute que nous avons abordé des sujets comme les dangers potentiels, les allégations trompeuses et comment mieux choisir vos compléments. Aujourd'hui, nous allons continuer cette exploration, mais avec un autre angle. Comment utiliser les compléments alimentaires pour améliorer votre santé de manière efficace ? Notre invité, Mathieu, est biologiste, biochimiste et fondateur de NutraStream, un média dédié à la santé naturelle. Ensemble, nous allons répondre à des questions concrètes que beaucoup d'entre vous se posent. Quels compléments sont essentiels pour les enfants, pour le sommeil, pour le transit et pour renforcer votre immunité ? Comment prévenir le déclin cognitif et soutenir la mémoire avec les bons nutriments ? Et enfin, comment naviguer dans cette jungle de produits pour faire des choix intelligents ? Si vous avez été intrigué par les révélations du Dr Cohen, cet épisode va encore plus loin, alors accrochez-vous et préparez-vous à prendre votre santé en main. Je suis Amal Dadol, curieuse de ce qui fait une vie bonne et heureuse. Mathieu, bonjour. Bonjour Amal. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup pour cette invitation. Alors, vous avez une carrière en biochimie. Comment êtes-vous passé de la recherche scientifique à l'envie de vulgariser la santé naturelle avec votre média NutraStream ? Alors, c'est à travers différents stages durant mes études. J'ai commencé par un stage en oncologie, donc tout ce qui est lié au cancer. Et je me suis dit au fur et à mesure qu'il était peut-être intéressant de faire de la prévention plutôt que de faire du curatif. Donc, au départ, je voulais être chercheur en oncologie. Et finalement, je me suis dit non, la santé naturelle, c'est quand même beaucoup mieux. La prévention, on n'en fait pas assez en France, notamment. On n'en faisait déjà pas assez il y a 15 ans, mais alors aujourd'hui, c'est pire. Et donc, j'ai voulu me réorienter vers la santé naturelle tout en conservant évidemment mon expertise principale qui est la biologie et la biochimie. Alors, en écrivant Compléments alimentaires, votre révolution santé, vous avez compilé des faits scientifiques, des études et des conseils pratiques. Comment choisissez-vous les compléments à mettre en avant dans vos recommandations ? Et quels critères utilisez-vous pour garantir la rigueur scientifique de vos analyses ? Alors, j'utilise plusieurs choses. La première, ce sont les études scientifiques. En tant que scientifique, c'est quand même la base, parce qu'on peut entendre tout et n'importe quoi. Donc, il faut quand même une base très solide, mais pas uniquement, parce qu'il est possible parfois de manquer d'études sur les plantes, notamment liées à la tradition. Donc, on va se fonder également sur la tradition, le savoir qu'on a sur les plantes, même si on a des études parfois qui sont peut-être peu solides, mais qui restent néanmoins très intéressantes. Et enfin, je me fonde quand même sur les retours d'expérience. En gros, tous les conseils que j'ai donnés autour de moi et qui ont fonctionné durant plus de 15 ans, je les diffuse à travers mon média NutraStream et donc à travers ce livre également. Dans votre livre, vous déconstruisez plusieurs mythes autour des compléments alimentaires. Selon vous, quels sont les compléments les plus mal compris ou mal utilisés aujourd'hui ? Je pense que globalement, en fait, le complément alimentaire est mal compris aujourd'hui. On entend tout et son contraire, il y a énormément d'idées reçues et j'espère pouvoir en parler durant ce podcast, durant cette émission. Donc merci beaucoup pour l'invitation, Blooming You. Et je dirais que l'idée reçue numéro 1 qui ressort énormément, c'est je mange varié et équilibré, donc je n'ai pas besoin de compléments alimentaires. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me surprend parce que ça n'a rien à voir. Ce ne sont pas des produits qui remplacent notre alimentation. Et d'ailleurs, c'est écrit sur l'emballage. Ne remplace pas une alimentation variée et équilibrée. Donc, je ne comprends pas cette idée reçue. Alors, du coup, à quoi ça sert les compléments alimentaires quand on a une alimentation variée et équilibrée, sachant que aujourd'hui, dans les médias traditionnels, quand vous avez des interventions de médecins ou de soignants, tous vous disent si vous avez une alimentation équilibrée, vous n'avez pas besoin de vous supplémenter avec des compléments ou des apports nutritionnels en plus, quoi. Oui, ça m'a toujours surpris. Je vais vous donner un exemple. Vous pouvez manger varié équilibré et avoir un entretien dans 2 semaines. Cet entretien peut vous stresser énormément. Donc, vous pouvez avoir de l'activité physique, bien dormir, bien manger et être stressé ou même excité par cet entretien. Je dois absolument décrocher le poste.
peuvent même avoir des petits troubles digestifs avant l'entretien, c'est tout à fait possible. Donc on va essayer de booster l'organisme. Par exemple, la valériane est une excellente plante qui est connue pour gérer le stress et l'anxiété. Au niveau de la digestion, on peut retrouver l'argile, tout simplement. Donc il y a des choses qui peuvent aider et qui n'ont rien à voir avec des vitamines et minéraux uniquement. La deuxième chose à savoir, c'est que le complément alimentaire a 2 objectifs et c'est même indiqué dans sa définition réglementaire en Europe et en France. Et je pense que beaucoup ont oublié cette définition réglementaire qui est quand même un fondement même du complément alimentaire. Alors c'est vrai que le terme complément alimentaire ne convient pas. Il faudrait les appeler produits de santé naturelle et j'en parle dans le livre. Mais en l'occurrence, le complément alimentaire a 2 objectifs. D'une part, combler une carence supposée ou avérée, ce qu'on appelle un rôle nutritionnel, et un rôle physiologique. Le rôle physiologique, c'est par exemple booster l'organisme, soutenir l'organisme et parfois même diminuer des facteurs de risque de maladie. Et la réglementation nous permet d'en parler un tout petit peu. Alors c'est toujours mieux que rien. Mais en tous les cas, on retrouve quand même des allégations de santé en ce sens. Alors que répondez-vous à ceux qui affirment que ces produits ne sont que des placebos améliorés ou de simples gadgets marketing ? Alors ça, c'est embêtant. Gadget marketing, je ne comprends pas, puisque justement, si demain je vends par exemple de la cranberry, on va dire, c'est pas prévu, et je dis permet d'éviter les récidives, parce que vraiment, il y a des études, et d'ailleurs, c'est un des seuls actifs naturels dans les livres de médecine, je le rappelle tout de même, eh bien, je risque jusqu'à 430 € d'amende par boîte vendue et 6 mois de prison avec sursis. On a l'impression de vendre une substance illicite, mais c'est exactement ce qui se passe, et j'ai mis les preuves dans l'ouvrage. Pour le coup, les gens ne le savent pas. Donc, il n'y a pas vraiment le marketing, c'est plutôt les couleurs, on va dire, ou la façon dont on va aborder le sujet. Et concernant l'effet placebo, alors en fait, non, c'est pas un effet placebo, puisque aujourd'hui, ce qu'on peut dire sur les produits, par exemple, le magnésium contribue à réduire la fatigue, ou encore le zinc contribue au fonctionnement normal du système immunitaire, ce sont des allégations validées par l'Europe et donc qui sont fondées sur des études très solides. Donc, il n'y a pas d'effet placebo sur ces produits. Et à la rigueur, s'il existait un petit peu d'effet placebo sur ce qu'on fait tous les jours, heureusement, le corps n'est pas juste un bout organique, il y a quand même un esprit derrière. Il y a un effet placebo partout. Moi, quand je regarde le soleil, au bout de 2 secondes, je suis déjà de bonne humeur. J'ai pas eu le temps de synthétiser tous les neurotransmetteurs, c'est-à-dire les bonnes hormones du bonheur. Il y a toujours un aspect derrière, on va dire, un peu psy. Mais en tous les cas, je rappelle quand même aux gens qui nous disent que c'est un effet placebo. C'est faux, il y a des études, mais il y a aussi l'inverse, l'effet nocebo. Par exemple, le collagène, il y a beaucoup de personnes qui sont soulagées pour le confort articulaire. Si vous leur dites à chaque fois que c'est un effet placebo, ils vont dire finalement ça fonctionne pas, alors que pour eux ça fonctionne réellement et que c'est pas un effet placebo. On a quelques études sur le confort articulaire, alors c'est un petit peu moyen, mais c'est mieux que rien. Et donc l'inverse est tout à fait possible. Donc je réponds à ces détracteurs. Si vous pensez qu'il y a un effet placebo, prouvez-le. Et en attendant, vous appliquez l'effet nocebo en sens inverse. Et donc c'est la même chose. Et c'est très critiquable. Alors, quels sont les problèmes posés par la réglementation aujourd'hui en France et en Europe ? Alors, avant cette réglementation liée à l'EFSA, donc qui est l'autorité européenne qui s'occupe des allégations de santé, donc une allégation de santé déjà c'est quoi ? C'est communiquer autour des bénéfices santé du produit. Donc avant 2012, on était sur des spécificités nationales et la France ne se posait pas du tout en tant que censeur. Des études, même moyennes, suffisaient amplement tant qu'on n'avait pas une contre-étude en face qui prouvait que ça ne fonctionne pas. Aujourd'hui, l'Europe nous demande en fait des études qui se rapprochent quand même du médicament, donc c'est très surprenant avec énormément de personnes à tester, des marqueurs pertinents, mais surtout, parce que ça, je l'entends jamais sur les réseaux sociaux ni dans les médias, sur une population saine. Donc, je vais vous donner un exemple, le syndrome des ovaires polykystiques. Donc, c'est ce qu'on appelle le SOPK. Aujourd'hui, il y a des compléments alimentaires pour aider à soulager. Alors, on n'est pas du tout dans un traitement, évidemment, on est dans l'accompagnement. D'ailleurs, il n'existe pas de médicaments pour lutter contre le SOPK. Ce sont des femmes qui ont 30% de risque de développer, par exemple, un diabète, dû à un déséquilibre hormonal, notamment avec l'insuline. L'insuline, je rappelle, c'est une hormone pour gérer le taux de sucre dans le sang, la glycémie, notamment. Et les études, par exemple, sur l'inositol, sont très solides, mais elles sont faites sur une population qui est non saine. Alors que l'Union européenne nous demande des études faites sur une population saine. Donc, c'est un peu, je dirais, une censure sur la santé naturelle. Pareil, on a des plantes aujourd'hui, on a des études, certes, qui ne sont pas faites sur 1 million de personnes, mais qui restent quand même très intéressantes. D'ailleurs, quand on a une vraie démarche scientifique, il faut en face une contre-étude pour prouver que ça ne fonctionne pas sur une population plus solide, plus nombreuse, avec des meilleurs marqueurs. Or, on n'en a pas aujourd'hui de contre-étude, donc le peu suffit. Et d'ailleurs, au Canada, au Brésil, au Japon, ça suffit amplement pour pouvoir communiquer autour des bénéfices santé du produit, du moment qu'on est transparent avec les gens en disant « là, c'est de la tradition, là, on a des études, etc. » Dans l'Union européenne, malheureusement, on est contraint à cause de ces allégations de santé. En gros, on a une liste positive de l'Europe. Elle est vraiment... Il y a très peu d'allégations aujourd'hui qui sont validées et on ne peut pas sortir de ce carcan de cette réglementation qui est pour moi horrible en fait et qui pose l'Europe
comme un censeur de la santé naturelle. Alors comment pourrait-elle évoluer, cette réglementation, pour mieux répondre aux besoins des consommateurs et encourager la recherche en santé naturelle ? Oui, c'est vraiment une bonne remarque parce qu'en plus, il n'y a pas de subvention. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, j'aimerais prouver, par exemple, que certains ingrédients de santé naturelle fonctionnent, par exemple, pour la résistance à l'insuline, qui n'est pas une maladie. J'ai mis les preuves dans le livre « Compléments alimentaires, votre révolution santé ». Je l'ai indiqué et malheureusement, ça coûte entre 500 000 et 1 million d'euros. On n'a pas le budget et les plantes appartiennent à tout le monde. Donc, c'est hyper difficile pour rentabiliser derrière. Donc, comment on fait concrètement ? Et l'Europe, aujourd'hui, ne débloque aucune subvention. D'ailleurs, pour la petite histoire, j'ai demandé, pour un certain nombre de choses, on peut décrocher éventuellement 3 000 euros. Donc, sur 500 000 et 1 million, d'ailleurs, s'il y a des personnes qui écoutent ce podcast, des philanthropes, n'hésitez pas à me contacter. Mais en tout cas, voilà, on est dans cette difficulté-là alors que les maladies se développent. On vit peut-être plus longtemps, mais malade, avec des affections longue durée. Et donc, ce qu'il faudrait faire, c'est très simple. Soit on débloque des subventions pour vraiment avoir des études carrées comme on le demande, ou soit on fait comme les autres pays, on n'est plus complément alimentaire, mais on est plutôt produit de santé naturelle, on n'est plus une denrée alimentaire concentrée, et donc par conséquent, on a une réglementation qui est adaptée à ces produits. Alors, vous parlez beaucoup aussi des effets à long terme des compléments alimentaires dans votre livre. Quels sont les bénéfices concrets et scientifiquement prouvés de leur usage régulier ? Alors, je rappelle évidemment qu'un complément alimentaire n'est pas un médicament, évidemment, on n'est pas là pour soigner une maladie, bien entendu. Je rappelle aussi, au cas où, si on donne quelques exemples, n'hésitez pas à consulter votre professionnel de santé, c'est vraiment à but informatif. Mais en tout cas, sur le complément alimentaire, il y a plusieurs rôles. Alors déjà, j'en ai parlé tout à l'heure, le rôle nutritionnel. On va combler une carence supposée ou avérée, mais qui peut également accompagner tout au long de sa vie. Par exemple, lors de la grossesse, on a un besoin en fer ou en B9 qui est beaucoup plus accru. Chez les seniors notamment, il peut y avoir une carence en coenzyme Q10 ou une carence en mélatonine. Donc, coenzyme Q10, c'est un antioxydant qui est nécessaire pour éviter la fatigue. La mélatonine, c'est l'hormone veille-sommeil qui nous permet de nous endormir. Donc, les sportifs aussi, parfois, ont besoin d'un peu plus de vitamine C pour leur système immunitaire. D'ailleurs, cette allégation est validée par Dame Commission européenne. Donc, merci beaucoup à l'Europe. On a quand même quelques éléments qui sont validés, bien heureusement. Mais en tout cas, voilà. Donc, rôle nutritionnel, mais aussi rôle physiologique. Par exemple, on va aider le système immunitaire. On va, par exemple, contribuer à une vision normale avec les oméga 3 ou avec certaines plantes. On va pouvoir aider à apporter un petit peu plus d'énergie, à contribuer à réduire la fatigue. Donc, on a vraiment pas mal d'effets positifs, sommeil, stress, immunité, glycémie, morale, etc. Alors, quels sont les risques d'une mauvaise utilisation des compléments alimentaires que les consommateurs doivent connaître ? Alors, les risques sont indiqués sur l'emballage. En gros, on doit respecter les dosages, évidemment. On évite les surdosages. Donc ça, c'est très important. On évite de prendre plusieurs produits qui contiennent, par exemple, que du zinc. Donc, il y a un risque de surdosage, évidemment, qui est important. C'est indiqué de toute façon sur toutes ces étiquettes. On a également les contre-indications qui sont indiquées. Exemple, la vitamine K est déconseillée si on prend un anticoagulant. Alors, déconseillé ne veut pas dire interdit. C'est-à-dire qu'on se rapproche de son professionnel de santé, on demande un avis médical. Et donc, après, c'est du cas par cas, selon le traitement, etc. Donc, le risque existe partout. Vous buvez 7 litres d'eau, vous mourrez. Vous prenez, je ne sais pas, l'épice dans votre cuisine, la noix de muscade, vous en prenez beaucoup, il y a des convulsions. Vous prenez votre voiture, vous ne mettez pas votre ceinture alors que c'est indiqué, il peut y avoir des risques. Donc, en fait, il y a des risques partout. Il faut quand même le signifier, ce n'est pas dû aux compléments alimentaires. En revanche, effectivement, on évite de faire des cocktails avec beaucoup de zinc, par exemple. On évite les surdosages, c'est écrit dessus, ça ne remplace pas une alimentation variée et équilibrée. Et enfin, en cas de doute, de conditions particulières ou prise de traitement concomitante, on consulte son médecin ou son pharmacien. Alors, vous émettez des précisions, notamment sur les fumeurs ou les anciens fumeurs ? Oui, sur le bêta-carotène, mais c'est écrit dessus également. Un multivitamine, il y a une réglementation vraiment très stricte. Par contre, au niveau de la sécurité, je suis plutôt d'accord. Une réglementation très stricte, ça me va très bien. C'est vraiment écrit sur... Oui, bien sûr. Oui, d'ailleurs, c'est une loi, c'est la loi INCO notamment. Et à chaque fois qu'on met un produit, même de la caféine, par exemple, c'est indiqué, attention, si vous êtes sensible à la caféine, on met les allergènes en avant en gras, par exemple le soja, le poisson. Mais est-ce que c'est écrit sur, si vous êtes fumeur, attention, sûr. Les bêta-carotènes Exactement, oui. Sur tous les multivitamines. Ouais, oui, d'accord. Les multivitamines et minéraux contiennent de la vitamine A, alors pas tous évidemment, ou des bêta-carotènes. La vitamine A ne pose aucun problème chez les fumeurs, les anciens fumeurs. En revanche, les bêta-carotènes, qui n'est pas, je rappelle, une vitamine A, c'est une provitamine A. En gros, on en a besoin pour synthétiser une vitamine A. Ça, effectivement, cet actif est déconseillé chez les fumeurs et anciens fumeurs et c'est écrit sur l'emballage, il faut regarder. Alors parfois, c'est écrit en tout petit, c'est vrai, les emballages sont petits. Ça, c'est vrai. Il faut utiliser des lunettes ou parfois une loupe, j'avoue.
Mais globalement, on a l'information, vitamine K pour les anticoagulants, par exemple le millepertuis si on utilise des produits pour lutter contre la dépression, etc. Donc tout ça, c'est écrit dessus. Mais même si c'est pas écrit dessus, je rappelle encore une fois, en cas de prise de traitement de conditions particulières, c'est toujours bien de faire un point avec son professionnel de santé, je le précise toujours, à travers mes contenus ou dans l'ouvrage. La manganèse. Oui, le manganèse, oui. Oui, pardon, le manganèse. Oui. Quelles sont les contre-indications ? La contre-indication, c'est usage prolongé déconseillé. Et ça, la DGCCRF nous oblige à l'écrire sur l'étiquetage. Pourquoi ? Parce que j'en vois partout, moi, de la manganèse. Ah oui, parce que moi, j'en vois très peu, justement. C'est pas des capsules pour s'hydrater, c'est ça, non ? Non, les capsules H-Protect, je dis la marque ou pas ? Alors moi, je donne jamais de marque, mais vous pouvez. Hein. Moi, je connais pas de toute façon, donc je me permettrai pas de critiquer. Mais non, il n'y a pas à critiquer. Mais j'ai vu là récemment chez Pilège, H-Protect pour la peau, de la manganèse. Alors le manganèse, normalement, manganèse, c'est la manganèse ou c'est le manganèse. Le manganèse. Alors qu'est-ce que c'est que le manganèse ? Le manganèse, c'est un oligo-élément. Alors je le conseille pas dans l'ouvrage d'ailleurs, parce que c'est vraiment un oligo-élément qu'on doit utiliser très ponctuellement, si seulement si le médecin a démontré une carence, on va dire, au fil du temps, et donc c'est un antioxydant. Il va un peu ralentir la rouille, mais on a ça aussi avec la vitamine C, par exemple. Donc le manganèse, c'est à utiliser vraiment très ponctuellement, de temps en temps, ça pose pas de problème, et normalement, c'est écrit dessus. La DGCCRF nous oblige à indiquer sur les étiquettes déconseillé en cas d'usage prolongé. En tous les cas, c'est pas un actif que je recommande tous les jours. Il existe un mécanisme du stress aujourd'hui qui est quand même très bien documenté scientifiquement. Alors le stress, on en a besoin. Par exemple, la phase d'épuisement, si la situation stressante perdure, vos capacités d'adaptation finissent par s'épuiser. C'est là que le stress devient chronique et toxique. Donc, plus vous avancez dans les phases de stress, plus le corps élimine en forte quantité des micronutriments. Et ça, on ne le sait pas forcément, tels que le magnésium ou le zinc. C'est pour ça qu'on a besoin accru en ces éléments essentiels lors de périodes de stress. Mathieu, vous venez de nous lire un passage extrait de votre livre. Pourquoi avez-vous choisi cet extrait ? Parce que cet extrait prouve aussi, et il est documenté scientifiquement, que lorsqu'on vit un stress en fait très important, on a des besoins accrus en certains micronutriments qui peut justement nous épuiser. Et au départ, c'est vrai que le magnésium est plutôt connu. En période de stress, on le sait. Mais il y a d'autres éléments comme le zinc. Le zinc est très peu connu, pourtant il contribue à des fonctions psychologiques normales. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il va contribuer à vous aider en cas de stress, de problèmes de sommeil par exemple, ou des problèmes liés au moral. Donc il y a tellement de chamboulements à cause du stress. Il y a les neurotransmetteurs, les hormones. Alors, les neurotransmetteurs, c'est des petits messagers, des petits taxis qui envoient des messages dans notre corps. Et donc forcément, pour qu'on puisse rééquilibrer tout ça, il faut des micronutriments. Donc parfois, il faut en apporter un petit peu plus que ce que nous apporte l'alimentation. Et comment définir les bons micronutriments ? Alors, il n'y a pas... En fait, beaucoup de personnes me demandent si on peut avoir quelque chose d'un peu plus personnalisé. Mais il faut savoir que tous les jours, nos besoins diffèrent. Par exemple, je ne sais pas, moi, cette semaine, je ne suis pas du tout stressé, je suis plutôt posé, là. On est bien avec Blooming You. Mais en tout cas, voilà, il y a des périodes où vous allez avoir besoin d'avoir un peu plus de magnésium que d'autres. Donc, ce qui est intéressant avec les compléments alimentaires, c'est que les dosages sont encadrés. Il n'y a pas de risque de surdosage. Et d'ailleurs, on calcule selon l'alimentation. On se dit, OK, la population a une alimentation variée et équilibrée. Voici les dosages qui permettent d'éviter un surdosage. C'est hyper intéressant. Donc, les personnes qui n'ont pas une alimentation variée et équilibrée, c'est encore beaucoup plus compliqué. Parfois, les compléments peuvent ne pas suffire si on a une grosse carence, par exemple, en vitamine D. C'est la raison pour laquelle c'est bien de consulter son médecin. Donc, moi, ce que je conseille généralement, c'est les basiques, les essentiels. Déjà, parce que c'est vrai que ça coûte cher quand même, tous ces produits. Bien sûr. Hein, c'est pas remboursé en plus. Moi, je travaille beaucoup avec les mutuelles. Je travaille avec une mutuelle en Belgique pour ce faire, parce que je pense que la prévention devrait être remboursée sur un certain nombre de choses. Pourquoi pas un abonnement à la salle de sport, par exemple. Alors, on peut faire du sport gratuitement à l'extérieur, je sais bien. Mais en tout cas, pour les compléments alimentaires, une base, c'est la vitamine D et le magnésium. Déjà là, il n'y a pas de risque de surdosage. Vous avez bien sûr une condition particulière, on voit le professionnel de santé. Mais ici, il n'y a pas de risque de surdosage. L'EFSA, par exemple, c'est 4000 UI par jour. En France, c'est jusqu'à 3000 UI. Donc ça, c'est le dosage en vitamine D. Le magnésium, on est autour de 250 à 300 mg. On est bien. Et puis après, on peut compléter avec un bon multivitamines et minéraux. En revanche, et c'est vrai, vous avez raison de le souligner, et j'en parle dans le livre, il y a des multivitamines et minéraux qui sont mal formulés. Alors, c'est pas le métier de tout le monde, effectivement. Mais par exemple, quand on a du fer, du cuivre et du manganèse, justement,
voire du calcium, sont des produits à éviter parce qu'il n'y a pas besoin forcément d'en avoir quand on n'en manque pas. Et surtout, ils entrent en interaction négative avec d'autres produits. En gros, ils vont annuler l'action d'un autre actif. Par exemple, le fer et le zinc ne vont pas ensemble. Donc, oui, pour le multivitamines et minéraux, faites attention à sa conception, à sa formulation. J'en parle dans le livre également. Et avec ça et les oméga 3 et éventuellement des probiotiques, vous avez une base solide qui correspond vraiment à tous les besoins ici. Ça veut dire quand on prend toutes ces gélules, là, tous ces compléments, on les prend tous en même temps ou pas forcément Comment ça se passe en fait? Comment on fait? Parce que même les médecins, de toute façon, ne sont pas formés à ça. Donc c'est facile de nous dire d'aller voir notre médecin pour se faire conseiller. Les médecins ne sont pas formés à ça et la plupart du temps, ils nous disent « Mais madame, si vous mangez correctement, vous n'avez pas besoin de vous supplémenter. Et attention à l'hypervitaminose. » Donc, à quel saint se vouer? Oui, alors c'est très compliqué, mais ce que vous dites, c'est juste parce qu'on me le dit tellement, parce qu'on me dit « Oui, Mathieu, tu me dis toujours d'aller voir le médecin ou le pharmacien. Le pharmacien, il y a des produits moyens, le médecin ne s'y connaît pas. » Donc, en gros, il manque de formation en France, même dans l'Union européenne. Et je ne dis pas ça pour critiquer, hein. Pharmaciens, médecins, diététiciens, mais également, comme moi, les biologistes, biochimistes. Moi, j'ai fait une dernière année d'études en ce sens dans la prévention santé et qui était même reconnue par l'État avec un diplôme carré en France. Donc, c'est pareil pour nous. Sauf que, et d'ailleurs, pour que les médecins soient formés, il faut faire aujourd'hui un DU. Moi, j'aimerais bien que ça soit dans leur corps principal d'enseignement, dans les écoles de médecine. Et moi, je forme des médecins et des pharmaciens dans les DU, justement. Donc oui, tous les médecins ne sont pas au fait du complément alimentaire. Oui, il y a des idées reçues et je le regrette infiniment. Oui, l'alimentation variée et équilibrée doit être prioritaire, mais elle peut ne pas être suffisante. On en a parlé en amont. Donc moi, ce que je peux conseiller éventuellement, c'est peut-être de voir un médecin qui est formé déjà à ces produits. Par exemple, un médecin nutritionniste aura déjà une vision un peu plus d'ensemble des choses, avec en plus en priorité l'alimentation variée et équilibrée. Et au moins, le patient ou l'utilisateur de ces produits voit un médecin. Et moi, je suis content quand le médecin, on le voit. C'est très important. Mais effectivement, ça manque d'enseignement et j'aimerais vraiment changer les choses en France pour pouvoir avoir une formation un petit peu plus ouverte pour tous les professionnels de santé. Donc oui, c'est compliqué. Parfois, il y a même des médecins qui nous disent, c'est des patients qui me reportent ça sur les réseaux sociaux. Ah bah, vous prenez des compléments, si ça vous fait plaisir. Donc c'est vrai que là, quand même, on travaille un effet un peu nocebo, malheureusement, alors que parfois, ça fonctionne très bien et je le regrette également. Alors, on sait que beaucoup de nos auditeurs se posent des questions sur les compléments, donc pour des besoins spécifiques, hein, on vient encore d'en parler. Pourriez-vous nous éclairer sur les incontournables pour ces différentes catégories? Par exemple, les enfants. Quels sont les compléments alimentaires que vous recommandez pour soutenir leur croissance et renforcer leur immunité? Alors, la première chose, c'est le fer uniquement avec le médecin. Ça, c'est important parce qu'on ne prend pas du fer si on n'en manque pas. Il est très particulier, le fer, on ne le excrète pas. Quand il est en excès, on le recycle. Autant le magnésium, tous les jours, vous allez l'intégrer. Parfois, vous allez en intégrer moins. Parfois, vous allez l'éliminer via les urines. Ça dépend en fait de votre journée. Si vous êtes en retard en train de courir derrière le bus, c'est sûr que là, le magnésium, vous allez en puiser. Mais en tout cas, le fer, pour la croissance chez les enfants, l'immunité également, c'est même la concentration, on n'y pense pas à l'école. Toutes les fonctions de cognition, l'attention, il faut du fer. D'ailleurs, on en parle très, très peu. Quand on manque de fer, on peut avoir des insomnies, voire de la dépression. Donc vraiment, le fer est à contrôler et à corriger très rapidement. Donc on ne prend pas de fer si bien sûr il n'est pas démontré via une analyse. En revanche, tout le reste, par exemple du magnésium, du zinc, de la vitamine C, des probiotiques, sont des produits qu'on peut prendre dès l'enfance. Et après, ça dépend de l'âge, au niveau des dosages. En dessous de 10 ans, par exemple, on a des dosages un petit peu plus faibles. Par exemple, sur le zinc, autour de 3,5 à 5 mg. Et à partir de 10 ans, on est plutôt autour de 8 mg environ. Donc après, ça dépend de l'âge. Et là, le pharmacien peut guider. Le petit tip, c'est la petite astuce que je pourrais communiquer ici. C'est pareil, de voir une pharmacie, et c'est à peu près 45% en France, je suis désolé, formées à la micronutrition, à la phytothérapie. Et donc, normalement, il l'indique au niveau de l'enseigne, mais sinon, vous pouvez appeler et demander. Donc là, vous allez être pris en charge par un professionnel de santé, son équipe officinale, qui peut vous guider en fait sur les dosages pour vos enfants. Donc, probiotiques, en gros, vitamine C, zinc, c'est pas mal, et vérifiez le fer avant d'en prendre. Pour le sommeil? Alors, le sommeil, il y a une hormone quand même qui est très intéressante, c'est la mélatonine, parce qu'aujourd'hui, notre sommeil, quand même, il est très chamboulé par la lumière, notamment. Les écrans bleus le soir. Alors, moi aussi, il m'arrive de scroller sur TikTok ou Instagram, j'aime ça. Mais il faut faire très, très attention. La télé, pareil. Donc, la mélatonine, c'est une hormone du cycle veille-sommeil qu'on est censé sécréter vers 21h, 21h30. La température du corps, en fait, corporelle, a tendance à diminuer et la synthèse de mélatonine augmente. C'est vraiment en parallèle, c'est très bien fait. Le corps humain est juste incroyable.
Et malheureusement, 21h, je pense qu'on a tous de la lumière chez nous, on ne s'éclaire pas la bougie. Et donc, la mélatonine peut aider. Alors, il y a beaucoup de contre-indications, notamment si vous êtes dépressif, bipolaire, épileptique. Donc, demandez conseil à votre pharmacien toujours. À libération prolongée, attention, très important, pas de spray, etc. La libération prolongée peut vous accompagner toute la nuit pour le réendormissement, justement, si vous voyez, à 2-3 heures du matin. Donc, celle-ci, la mélatonine, c'est vraiment pour l'endormissement. Si par contre, il y a des réveils trop tôt le matin, ça peut être une plante qui s'appelle le pavot californien. Donc, vraiment adapter l'actif à vos besoins, tout simplement. Et enfin, la valériane. Moi, c'est une plante que j'utilise quand je suis très énervé, quand j'entends que dans les médias, les compléments alimentaires sont inutiles, voire dangereux. Hop, je prends un petit peu de valériane pour me calmer. Et donc, la valériane, c'est une plante que j'utilise personnellement. Et oui, il y a des moments de prise qu'il faut respecter. Donc, par exemple, on prend la moitié durant un repas et l'autre moitié au coucher. Ça aussi, on ne le sait pas. Mais les moments de prise sont très, très importants pour optimiser l'efficacité d'un complément alimentaire. Par exemple, la vitamine C, on la prend quand ? Eh bien justement, la vitamine C, il y a beaucoup d'idées reçues, on la prend quand on veut. Même le soir, elle peut améliorer le sommeil et les matins, elle donne de l'énergie. Je sais que c'est très bizarre d'entendre ça, mais en fait, elle va s'adapter à notre organisme. Alors, on peut être hypersensible, mais c'est extrêmement rare. Pour la petite histoire, en fait, il se passait quoi à l'époque ? Ça vient de là, la petite histoire, l'idée reçue. C'est que pour signifier aux invités qu'il était temps de rentrer de manière très polie, on leur donnait un verre de jus d'orange pour leur dire « Allez, vous avez un petit peu d'énergie maintenant pour rentrer chez vous ». Et ça vient de là, en fait, la vitamine C qui donne de l'énergie le soir. Mais alors, pas du tout, elle peut même aider pour le sommeil. D'ailleurs, l'Europe nous parle de fonctions psychologiques normales. Alors après, c'est vrai que les allégations de l'Europe, on ne comprend rien. Il faut vraiment derrière vulgariser. En gros, je rappelle, les fonctions psychologiques, c'est le stress, le sommeil, l'humeur, l'attention. Donc, la vitamine C, vous la prenez quand vous voulez, entre les repas, pendant les repas, à la fin de votre repas ou éventuellement au coucher. Il n'y aura aucun problème. Moi, par exemple, mon multivitamine minéraux, il y a de la vitamine C notamment. Je prends une partie le matin, une partie le soir avant le dîner. D'accord. Vous prenez quoi ? Oula, ce mois-ci, au mois d'octobre, là, je suis sur 10 compléments alimentaires différents. Donc ça dépend. Parfois c'est 3, parfois c'est 10 par mois. Et je tombe jamais malade. Alors évidemment, il y a aussi une alimentation équilibrée qui est la base, évidemment. Mais par exemple, je prends donc alors ce mois-ci, parce que ça dépend. Donc multivitamines et minéraux, vitamine D, donc ça fait 2. Ginkgo biloba pour la mémoire, l'attention. Là, par exemple, je dors 4 heures en ce moment et j'arrive à faire ce podcast. Ensuite, on retrouve également la vitamine D, les oméga 3, donc DHA, EPA. Je prends également de la coenzyme Q10. Là, c'est tout ce qui est lié un petit peu au vieillissement cellulaire, à l'énergie, par exemple. Donc ça, par contre, il faut la prendre pendant les repas, qui apporte des acides gras notamment. Qu'est-ce que je prends d'autre ? Je prends de la valériane en ce moment parce que j'en ai marre d'entendre les médias dire que les compléments alimentaires, c'est inutile, sans nuance, sans rien. Et j'espère qu'ils vont m'inviter pour débattre. Je me permets, comme ça, je peux envoyer un petit pic, vous me permettez ? C'est possible, vous coupez ? Je ne sais pas si vous coupez, mais voilà. Je me permets, après, c'est eux qui décident. Non, tout va bien. Donc voilà. Alors, tous les médias ne sont pas comme ça, évidemment. Donc valériane, je prends aussi un petit peu de rhodiola, c'est une excellente plante pour le stress que je prends le matin. Alors là, je l'utilise plus pour l'énergie, je suis pas quelqu'un de très stressé pour être franc. Et je prends également du collagène, voilà, qui permet de maintenir l'élasticité de ma peau parce que voilà, on vieillit tous, malheureusement, ça fait partie de la vie. Donc je prends du collagène, mais aussi de la glutamine pour mon intestin justement parce qu'en ce moment, je suis un petit peu partout et l'intestin, faut en prendre soin avant qu'il soit trop tard. En fait, je suis vraiment dans la prévention. Avant qu'il arrive quelque chose, avant la chute des cheveux, etc. Et en tant qu'homme, justement, je sais que ça recule au niveau du front, donc j'anticipe, j'attends pas. Voilà. Alors, pour muscler l'immunité, qu'est-ce que vous prenez ? Qu'est-ce qu'on prend ? Vous avez parlé de plusieurs plantes et nutriments comme l'ail, le zinc, oui, et la vitamine D dans le livre. Oui. Alors, comment ces compléments aident à renforcer notre système immunitaire et à prévenir les infections saisonnières ? Alors, les compléments alimentaires, en fait, ils sont très utiles pour aider, en gros, le système immunitaire à mieux fonctionner. Par exemple, le zinc contribue au bon fonctionnement des lymphocytes B et T. En gros, ce sont des cellules liées au système immunitaire, tout simplement, qui nous protègent, qui sont là même pour tuer les bactéries et les virus quand tout va bien. Donc, je prends un raccourci scientifique. Mais en gros, il existe des vitamines et minéraux qui sont très, très importants. Sinon, le système immunitaire ne fonctionne pas très bien. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de débunkers sur les réseaux sociaux qui disent que ça ne booste pas l'immunité. Mais en gros, on utilise ce terme justement pour être compréhensible, C'est comme la détox qui n'existe pas, mais on a besoin d'être compréhensible auprès du grand public. Le sommeil, par exemple, ne booste pas l'immunité, en fait. Il contribue au bon fonctionnement du système immunitaire, l'activité physique également. Pour les compléments alimentaires qui contribuent au fonctionnement normal du système immunitaire, eh bien, le zinc, la vitamine D et la vitamine C, c'est vraiment le trio de base. On ne peut pas tout acheter. Vraiment, là, vous êtes paré avant l'hiver sans problème. Et puis, prendre soin, bien sûr, de votre intestin, parce que je rappelle que le système immunitaire, en fait, 75% à peu près, est situé au niveau de l'intestin. Donc, vous devez prendre soin de l'intestin. Il y a beaucoup de choses qui passent à travers l'intestin, notamment votre nourriture, par exemple.
Donc, l'intestin, il faut prendre soin de l'intestin avec une alimentation équilibrée, avec des fibres. Et vous pouvez prendre également des aliments fermentés comme le kéfir et aussi des compléments alimentaires à base de probiotiques. Une petite cure de 2 mois, 3 mois dans l'année, c'est déjà très bien. Donc, on vient de parler du transit, là, en même temps. La mémoire et le déclin cognitif. Alors, la mémoire, on n'y pense jamais, mais les oméga 3, notamment DHA, interviennent quand même dans la santé cérébrale. Donc, le cerveau, en fait, c'est une grosse masse graisseuse. Donc, il a besoin d'acides gras. Il a besoin de sucre aussi, c'est vrai, mais il a besoin d'acides gras. Et donc, en l'occurrence, les oméga 3, on a observé quand même 9 personnes sur 10 manquent d'oméga 3 en France. Énorme, et c'est une catastrophe pour la santé quand même. Enfin, plus que la vitamine D. Et on n'en parle jamais. Et en plus, il y a un amalgame, c'est que les gens me disent « Ah, mais c'est bon, je grignote des graines de lin, je prends de l'huile de colza et une poignée d'amandes. » Et c'est très bien, il faut le faire, mais attention à ça, parce que c'est pas suffisant. C'est ce qu'on appelle les oméga 3 ALA, en gros d'origine végétale. Et il faut également des oméga 3 d'origine marine. Et surtout les DHA qui interviennent dans le cerveau. Ces DHA, on les retrouve par exemple dans les petits poissons gras. Maquereaux, sardines, anchois, harengs sont très très riches en oméga 3 DHA EPA et on peut se supplémenter en oméga 3 en capsule. Moi, je fais 2 cures dans l'année, je fais 2 mois, donc 2 mois par semestre. Parfois, on en a besoin d'un petit peu plus. Donc, on ne peut pas augmenter les poissons, malheureusement, à cause des métaux lourds. L'ANSES nous dit très clairement qu'il faut limiter à 2 à 3 portions par semaine. Donc, les oméga 3 en capsule peut être intéressant. Et il y a une fabuleuse plante que j'ai utilisée durant mes dernières années d'études et que j'utilise parfois, sauf là, j'utilise du ginkgo biloba, c'est la bacopa. Parce que le ginkgo biloba a des contre-indications sur les anticoagulants, antiplaquettaires, antiagrégants. La bacopa n'a aucune contre-indication. Elle peut être même utilisée chez l'enfant à partir de 6 ans. Même pour les enfants qui ont le TDAH. Ça, beaucoup de personnes ne le savent pas. Il n'y a pas de contre-indication. Vous pouvez demander à votre pharmacien. Et pour la mémoire concentration, vraiment, bacopa ou ginkgo biloba sont vraiment des plantes exceptionnelles en ce sens. Et puis, on n'oublie pas le magnésium et bien sûr de bien s'hydrater. On n'y pense jamais, mais hydratez-vous, buvez de l'eau. C'est très bon pour la mémoire et la concentration. Et le zinc, le magnésium et les oméga 3, on les prend à quel moment de la journée? Alors, pour le magnésium, en général, je conseille pendant le repas. Mais n'importe on peut lequel. Le prendre. Oui, alors, d'accord. Moi, je préfère fractionner matin et soir ou matin, midi et soir. Ah, vous prenez pas tout en même temps? Non, jamais. Non, moi j'ai tout mon programme matin, midi avant le repas, collation, collagène. Attention, le collagène pas avec de la poudre de protéines avant un repas ou même 15 minutes avant ou entre les repas ou au coucher, c'est OK. Donc j'ai tout mon programme. Mais pas avec de la viande? Non, parce qu'en fait, on a observé que... alors ça, c'est une hypothèse scientifique en tant que biochimiste, parce que c'est vrai que parfois on oublie le bon sens aussi en sciences, on nous demande des études, mais quand on n'en a pas, il faut bien se faire avec ce qu'on connaît du corps humain. Le collagène va mieux fonctionner si vous le prenez en dehors d'un apport riche en protéines, donc shaker de protéines, il y en a beaucoup qui mélangent parce que c'est simple, c'est rapide, mais vous allez avoir un peu moins d'efficacité. Donc le collagène, on va le prendre entre les repas ou 15 minutes avant, c'est même très bien. Par exemple, avec son zinc. Le zinc, par exemple, effectivement, c'est avant un repas. Il va mieux fonctionner. Si on ne le supporte pas pendant un repas, c'est moins optimal, mais attention, le repas sans céréales complètes. Alors, je sais qu'il y a beaucoup d'interactions de synergie. C'est pour ça que j'en parle dans le livre et je rends accessible toutes ces données. Mais voilà, il y a des choses comme ça à savoir pour vraiment améliorer l'efficacité des compléments alimentaires. Et les oméga 3 pendant un repas, c'est juste la praticité ici parce que ça peut entraîner des petites remontées, des petits reflux pas très agréables. Sauf si on veut attirer tous les chats du quartier avec une haleine poisson. Il vaut mieux le prendre pendant un repas, on a moins de risques en fait d'avoir des petits reflux, des petites remontées avec haleine de poisson et autres. Et quid de la spiruline? Alors, la spiruline, on peut la prendre quand on veut. Alors, c'est jusqu'à 5 grammes en France, c'est déjà un dosage qui est quand même assez intéressant. Alors, c'est vrai qu'on entend tout et son contraire. Moi, j'ai entendu par exemple la spiruline anti-cancer, prévention cancer. Non, on n'en est pas là du tout. Ça serait bien, mais c'est pas le cas. Attention aux surpromesses non plus qu'on peut entendre via les créateurs de contenu aujourd'hui qui peuvent vous dire aussi n'importe quoi, parce qu'il faut dire aussi qu'il y a des surpromesses, il n'y a pas que de la censure. Il y a des personnes qui se permettent de faire de la surpromesse aussi. Et donc, la spiruline est très utile, par exemple, pour tout ce qui est tonus et vitalité. Un petit peu l'inflammation intestinale grâce à la phycocyanine, qui est en gros un actif antioxydant qu'on retrouve dans la spiruline. Elle est également utile pour le bon fonctionnement du système immunitaire et pour apporter certains acides aminés essentiels, sachant que, attention, comme on ne peut pas monter au-dessus de 5 grammes, on est quand même un petit peu limité en nutriments. C'est pour ça qu'à côté, je vais recommander toujours un multivitamine et minéraux qui doit être la base. Alors, les hommes, en fait, je pense qu'ils sont les moins consommateurs de compléments alimentaires. C'est vrai. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Écoutez votre entourage. Alors, sur le marché, il faut savoir quand on regarde les baromètres, donc c'est un peu l'état du marché quand on interroge les utilisateurs ou les non-utilisateurs de compléments alimentaires, on observe que ce sont généralement les femmes qui conseillent les compléments alimentaires aux hommes. Elles sont en avant, je pense, dans la prévention santé.
elles le recommandent à chaque fois, donc auprès de leurs amis, ça peut être frères et sœurs, ça peut être la femme, etc., leur femme. Bon. Donc, je leur conseille de faire de la prévention. Souvent, on pense, ce que j'entends en tout cas, moi, c'est la poudre de perlimpinpin, c'est pas le cas, pas du tout. D'ailleurs, moi, je vais utiliser, si je puis me permettre, c'est un peu perso, mais c'est important aussi de parler de tout ça, on en parle très rarement. Je vais anticiper pour la prostate à un moment donné sur les compléments alimentaires. Je ne vais pas attendre que ça pousse contre la vessie, me lever toutes les heures pour faire 3 gouttes et après déprimer et d'avoir un médicament antidépresseur. Alors que les compléments alimentaires, bien sûr, ce ne sont pas des antidépresseurs, mais si on ne gère pas ce problème physiologique, justement, le complément alimentaire a un rôle physiologique, justement, eh bien, malheureusement, derrière, on peut avoir tout un tas de problèmes. Donc, ce ne sont pas de la poudre de perlimpinpin, faites de la prévention, n'attendez pas. Voilà, ça, c'est vraiment mon conseil. Et donc, la prostate, qu'est-ce qu'il faut prendre et à quel âge ? Alors, généralement, ça commence à peu près, c'est une moyenne, attention, 50 ans. Donc, alors moi, je n'ai pas 45 ans, mais à 45 ans, on peut commencer une petite cure de 2 mois par an, c'est pas long, 2 mois par an de saut-palmetto, même si c'est en vente libre, on peut toujours faire un point pareil avec son médecin. Saut-palmetto, donc c'est du palmier nain, c'est une plante. Et l'huile de pépin de courge, mais pareil, c'est pas du tout l'huile de pépin de courge qu'on met dans sa salade. Dans les compléments, c'est hyper concentré en capsule. Et ces 2 actifs de santé naturelle vont aider justement à gérer l'hypertrophie bénigne de la prostate en évitant que ça grossisse trop vite, par exemple. Vont éviter tout un tas de petits désagréments pour le confort urinaire également. Donc voilà, pour la petite histoire, il y a un médecin qui m'appelait derrière moi en disant « Ouh là là, ma prostate », je dis « Bah attends, mais t'as attendu 70 ans pour t'en occuper ». Et il m'a demandé une ordonnance entre guillemets naturelle. Donc une petite donc c'est des choses qui m'arrivent parfois en privé. Donc il se reconnaîtra, je pense, parce qu'il me suit beaucoup. Promis, je n'ai pas donné ton nom. Mais en tout cas, voilà, la prostate, il faut anticiper. En gros, il faut anticiper la ménopause, c'est pareil. Si les femmes ne sont pas toutes égales face aux symptômes de la ménopause, aux signes, alors il n'y a pas que les bouffées de chaleur d'ailleurs, une oreille qui gratte, par exemple, c'est très bizarre, ça peut être un des signes. La mémoire aussi, on arrive dans une pièce, on se dit mais pourquoi je suis là ? Les petites palpitations, etc. Alors, bien sûr, il y a la génétique, évidemment. Oui, il y a l'hygiène de vie, si on ne fait pas de sport, c'est compliqué. Oui, évidemment. Mais on peut aussi se préparer avant la préménopause avec des ingrédients de santé naturelle. Donc, faites de la prévention, n'attendez pas, encore une fois. Alors, selon vous, quels sont les grands défis de l'industrie des compléments alimentaires aujourd'hui ? Sachant que moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tout le monde peut s'improviser fabricant de compléments alimentaires. C'est quand même, là, on a l'impression que ça fait partie des aubaines commerciales. Alors, les aubaines, on en a partout. Je trouve que c'est bien aussi de développer sa profession autour de la santé et d'aider les gens. Bien au contraire, moi, ça fait 15 ans que je fais ça, par exemple. Et quand vous recevez des messages en disant « je vais mieux, mes cheveux repoussent, etc. » Enfin, c'est génial. Un médecin, vous le payez, il n'est pas gratuit. Donc, des aubaines, on en a partout. Je pense que ce n'est pas le sujet ici, si je puis me permettre. Ce qui est important, c'est que déjà, à la base, toutes les marques doivent faire une déclaration de mise sur le marché quand même du complément alimentaire. On ne va pas faire ça dans son garage, par exemple, et sortir le produit sur le marché. Donc ça, c'est important. Mais par contre, les défis de demain, oui. Là, oui, je vous rejoins totalement. Il y en a énormément. Je pense notamment à la défense du secteur. Aujourd'hui, la défense, elle est totalement insuffisante. On se fait marcher, j'ai plus l'expression. Sur les pieds ? Merci. Donc, on se fait marcher sur les pieds par les médias, etc. En fait, ça n'a rien à voir avec le complotisme ou le discours de comptoir. C'est pas ça. C'est qu'en fait, on est vraiment tout petit face aux gros. En fait, on est tout petit, on ne sait pas se défendre. C'est pour ça que j'ai créé ce média. Aujourd'hui, on est numéro 1 avec 800 000 abonnés en cumulé. C'est qu'il y avait vraiment besoin de ces informations et je m'attriste, par exemple, de voir un certain nombre de choses, de messages un peu négatifs sur ces produits. Donc, un des objectifs que je prends de cette industrie, c'est de se défendre correctement. Donc, c'est sympa d'aller déjeuner avec un ministre pour défendre, etc. Je vois que ça ne fonctionne pas. Je pense qu'en fait, le changement va venir du grand public, tout simplement. Et donc, j'insiste, même auprès du syndicat où on ne travaille pas ensemble aujourd'hui, mais moi, la porte est ouverte, évidemment, pour défendre ces produits, laisser de côté un certain nombre de choses. C'est vrai que c'est un secteur très concurrentiel, mais je pense que si on s'associe tous main dans la main, on peut faire avancer la cause du complément alimentaire en France parce qu'on est en train de se faire manger au fur et à mesure et ça risque d'être extrêmement compliqué pour faire de la prévention santé en Europe. Alors, quand même, la qualité, effectivement, des compléments alimentaires sont très inégales selon les laboratoires. Quand je parle d'aubaine, effectivement, vous avez des laboratoires pharmaceutiques qui le font pas forcément avec la meilleure des intentions, avec une intention plus commerciale que, effectivement, de soutenir la santé des gens, préventif. Et donc, j'en tiens pour preuve la conversation qu'on a eue lors du dernier podcast avec le docteur Jean-Michel Cohen, effectivement, sur la qualité notamment des enrobages de ces compléments alimentaires qui sont quelquefois, je ne vais pas dire souvent, mais il y a des compléments alimentaires avec des enrobages toxiques qui ont été reconnus comme toxiques par la communauté européenne.
Donc, je parle des enrobages qui commencent avec des E. Voilà. Donc, et ça, effectivement, c'est quand même un sujet qu'il faut adresser et donc qu'il faut mettre sur la table, que la qualité, effectivement, des intervenants est très inégale. Voilà. Alors oui, les E ne font pas forcément peur. Il y a le paprika, pardon, c'est E, quelque chose, la couleur. Paprika, je sais, mais c'est vrai que les E peuvent faire peur, mais parfois il y a des éléments naturels issus de certaines plantes. Mais oui, il y a des additifs qui sont controversés. Alors s'ils sont toxiques, ils seraient déjà interdits par l'Union européenne. Attention, c'est une question aussi de dosage. Malgré tout, je suis d'accord avec vous. Et c'est la raison pour laquelle, dans l'ouvrage Complément alimentaire, votre révolution santé, j'ai mis un tableau avec les additifs à éviter, justement. Pourquoi ces additifs sont présents? C'est que ça fait gagner du temps sur les machines, en gros. Ça, on ne le dit pas, parce que moi, les machines, je les vais tourner tous les jours, c'est mon métier. Même si je ne suis pas opérateur. Et en fait, quand vous mettez un anti-agglomérant, la machine s'arrête moins. Quand vous ne mettez pas d'anti-agglomérant, la machine s'arrête toutes les 3 heures. Il peut même avoir des problèmes de dosage dans les produits, donc on doit faire très attention aussi. Les additifs sont là aussi pour des questions de sécurité et de stabilité. En revanche, ils ne sont pas tous équivalents, c'est vrai. Donc, je ne sais pas si je peux en donner 3 dans le podcast, mais par exemple, dioxyde de silicium, stéarate de magnésium et cellulose microcristalline sont quand même les 3 qu'on retrouve le plus. Alors, il y a le sel de magnésium d'acide gras, mais ça, c'est la stéarate de magnésium. C'est le même, en fait, derrière. C'est juste un autre nom. Et ce sont des additifs qu'on retrouve à plus de 80% et moi qui m'embête fortement. Ils sont, en tout cas, c'est vrai, en cours de réévaluation par la France, par les instances françaises, notamment l'ANSES, depuis de tête 2020. Et moi, j'aurais plutôt tendance à les éviter le temps d'avoir les retours sur ces travaux. Donc oui, il y a des additifs qui peuvent être controversés. Il faut faire attention à l'étiquette, encore une fois, bien analyser. De toute façon, c'est des produits de santé. Il faut lire les étiquettes, c'est très important. Et je rappelle enfin que ces additifs sont également retrouvés dans toutes les denrées alimentaires, y compris les bonbons pour enfants. Les produits transformés. Les produits transformés, exactement. Mais parfois, on peut les avoir dans qu'on cherche à éviter. Ouais, exactement. C'est ça, exactement. Donc, alors, quelles sont les innovations ou recherches prometteuses à suivre dans les années à venir pour améliorer la prévention et la santé naturelle? Qu'est-ce que vous suivez en ce moment? À quoi doit-on s'attendre dans le futur sur ces questions liées à la prévention et à... Alors, ça va être très compliqué parce que je suis un peu pessimiste sur l'innovation et la prévention santé dans l'Union européenne, de par cette réglementation qui nous étouffe. Alors, en fait, elle a ralenti l'innovation. Depuis 10 ans, l'innovation vient de l'étranger. Donc, c'est bien en termes de compétition, justement. La France n'est toujours pas valorisée. On le voit dans d'autres secteurs, si je puis me permettre un petit peu de parler de cette politique qui nous étouffe, qui étouffe d'ailleurs les agriculteurs dans d'autres domaines ou nos médecins qui font grève. Mais en tout cas, sur les compléments alimentaires, malheureusement, ça étouffe justement l'innovation. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de marques font du marketing, parce que sinon, elles font quoi? Elles vont parler de quoi? Donc c'est ça aussi, il faut comprendre un petit peu les coulisses de ces produits. Alors je ne partage pas tout discours marketing, mais à un moment donné, si on veut s'en sortir, oui, il y a certaines marques qui le font. Et s'ils ont des bons produits, moi, je n'ai pas de problème particulier si on va utiliser la dernière chanteuse en vogue pour parler du produit. En tout cas, les innovations, je pense qu'elles, malheureusement, et ça m'embête parce qu'on a des très beaux chercheurs quand même en France, qu'il faut aussi valoriser, même si beaucoup de chercheurs partent de la France aussi. On aimerait bien les retenir, mais en tout cas, l'innovation vient de l'étranger. Je pense notamment à l'axe intestin-cerveau. Il y a énormément de choses qui sont en train d'être mises en avant. Je pense qu'il y a une étude comme ça, Psy en 2022, qui a été mise en avant sur, par exemple, les fibres, les prébiotiques, les probiotiques. Alors, il faut savoir que, par exemple, si demain, c'est pas prévu, mais je vends des probiotiques demain, je ne pourrais pas vous dire que les probiotiques vont aussi vous aider pour votre morale, votre stress, par exemple. Je pense notamment aux psychobiotiques, alors qu'aux États-Unis, ça pose pas de problème. Sinon, je risque de la prison. Attention, c'est pour ça que vous voyez avec des menottes parfois dans le livre. Pour expliquer tout ça de manière un petit peu simple, en tout cas, j'essaye, parce que c'est pas simple d'expliquer la réglementation. Donc, l'axe intestin-cerveau va être très important. L'intestin est le deuxième cerveau aujourd'hui. Il a aussi des neurones, il a énormément de bactéries, de virus, etc. Et il a aussi un impact sur votre comportement. Donc, toutes les innovations, je pense, liées à l'intestin qui va avoir un impact sur notre attitude, notre comportement, je pense que ce sont les innovations de demain qui, malheureusement, viendront de l'étranger. Mathieu, en quoi croyez-vous? Alors, en quoi je crois? Je crois que le changement peut venir des individus. C'est ça, en fait. Je pense qu'une émulation positive est possible. Je pense que si on travaille tous ensemble pour faire changer cette réglementation, je crois vraiment à cette émulation positive pour qu'on puisse justement changer cette réglementation. C'est vrai, je pense que vous l'avez entendu, un petit peu pessimiste sur la prévention santé au sein de l'Union européenne. On le voit, de plus en plus de médecins se déconventionnent. Enfin, je veux dire, on n'a pas besoin d'avoir créé un ouvrage pour en parler. Dans tous les domaines, c'est compliqué. Mais par contre, je crois en la force en fait des individus. Si on travaille tous ensemble, main dans la main, et c'est cette révolution que j'essaie de mettre en place, je pense qu'on peut changer les choses. Donc, je ne crois pas à certains médias.
Je ne crois pas à un changement au sein de la Commission européenne. En revanche, je crois à un changement qui va venir de la population pour qu'on puisse tous ensemble faire cette révolution et justement introduire cette prévention santé dans notre parcours santé tout simplement et pas attendre d'être malade. Quand vous parlez des médias, de quels médias parlez-vous ? Alors, je ne vais pas donner de nom, je peux pas. Non, mais juste quel média, quel style ? Les grands médias. Aujourd'hui, les médias, il faut se le dire aussi, les médias, c'est 4 grandes personnes derrière. Donc, qu'est-ce qu'on veut véhiculer comme message ? Et c'est tout, il faut se poser la question. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va critiquer par exemple des partis politiques sans inviter le parti concurrent pour se défendre. Donc c'est la grande mode. Et ça, on l'observe aujourd'hui, malheureusement, les médias, pour moi, sont là pour informer. Les médias doivent être objectifs. Bien sûr, il faut vérifier les sources. J'en ai mis dans l'ouvrage. J'ai mis des sources qui sont quand même issues de l'Assemblée nationale, du Sénat, de l'EFSA, donc de l'Europe. Pas faire plus officiel, je pense, quand même. Et les réglementations étrangères, Canada, États-Unis, qui permettent de parler de la cranberry, par exemple, alors que dans l'Union européenne, si on vend de la cranberry, on n'a plus le droit d'en parler. Alors qu'il y a une montée de l'antibio-résistance quand même, donc je parle de cranberry quand même, on ne parle pas d'un actif hyper dangereux à vendre sous le manteau. Oui, c'est un fruit. Oui, c'est ça. Bref, voilà, ça m'énerve énormément. Donc, ce qui m'embête aujourd'hui, et c'est un cri d'alerte auprès des grands médias, c'est au lieu d'inviter des personnes qui nous disent que les compléments alimentaires, c'est dangereux et inutile, sans d'ailleurs mettre aucune source, c'est surprenant, inviter aussi les autres personnes dont c'est l'expertise. Alors, je ne prétends pas tout connaître, mais c'est quelque chose sur lequel je travaille depuis 15 ans, pour pouvoir en parler tout simplement, juste en parler. Et ensuite, c'est à l'auditeur et à l'auditrice de faire son propre avis. Je veux dire, il est grand, on n'a pas à réfléchir à sa place. Ok, cette plante, il y a moins d'études. Et alors, on le dit, on doit être franc quand même, on doit être transparent. Là, j'ai moins d'études. Le collagène, c'est pareil, ça fait 15 ans que ça existe. Et là, d'un coup, il y a eu une vendetta sur le collagène. Les études sont de méthodologie moyenne, voire douteuse. Mais d'ailleurs, dans les études, c'est indiqué. Les chercheurs mettent en avant en disant il faut faire plus d'études pour confirmer son effet. Mais aujourd'hui, je n'ai pas de contre-étude plus puissante, mieux menée, qui prouve que ça ne fonctionne pas. C'est ça qu'on doit dire aux gens. On n'a pas une étude comme un médicament de grade A, c'est-à-dire ultra puissante. On va dire, c'est, je ne sais pas, grade D ou grade E. Mais après, c'est aux gens de prendre leurs décisions. C'est pas à nous comme ça de dire « Ah, ça marche pas, c'est inutile, c'est une arnaque ». C'est pas comme ça que ça fonctionne. On doit dire la vérité et ensuite, c'est à l'auditeur et à l'auditrice de prendre sa décision éclairée. Et je regrette malheureusement que certains médias n'en parlent pas. Et donc, c'est pour ça que j'ai fait aussi ce livre. J'ai fait le livre pour la communauté, pour les personnes qui ne connaissent pas les compléments alimentaires et de placer le curseur au bon endroit. Non, le jus de céleri ne va pas vous aider si vous avez le cancer. Oui. Mais par contre, je n'ai pas envie d'entendre... Voilà, non, pas du tout. Il n'y a pas de complément alimentaire à base de céleri, j'en ai jamais vu. Mais... non, il y a les brocolis, c'est vrai. Mais il n'y a pas le céleri, donc c'est une intox. Non, ça ne sert pas à grand-chose, le céleri. Mais par contre, il y a soit des surpromesses parfois, soit on place le curseur en disant que c'est inutile, voire dangereux. Et d'ailleurs, on pourrait attaquer pour diffamation parce qu'il y a quand même des choses qu'on peut dire quand même dans l'Union européenne. Donc, moi, je place le curseur au milieu avec des preuves solides. Et d'ailleurs, on peut regarder dans mes différents contenus le nombre de témoignages positifs. Enfin, je veux dire, il faut juste regarder un petit peu le nombre de femmes, par exemple, qui me disent « Mais Mathieu, j'ai envie de pleurer, j'ai plus de règles douloureuses ». Et c'est pas un effet placebo, si je puis me permettre cette petite parenthèse. Par exemple, sur TikTok, au départ, je parlais du zinc pour les cheveux. Et donc, on me dit j'utilise du zinc parce que je te fais confiance. Bon, super, merci beaucoup. Je leur dis quand même, allez voir le pharmacien au cas où, faites un point avec lui, même si, avec elle, même si, effectivement, il n'y a pas de contre-indication. Et je fais un autre contenu, quelques mois après, en disant que le zinc est intéressant pour les règles douloureuses. Et il y en a plein qui me disent, mais Mathieu, c'est pour ça, en fait, que j'ai plus de problème. Moi, donc c'est pas un effet placebo. Moi, je prenais du zinc pour les cheveux et j'ai plus de règles douloureuses. Et mon médecin n'en a pas parlé. Et moi, je leur dis, mais au niveau scientifique, c'est prouvé. Les meilleures lésions de la progestérone au niveau de l'endomètre, plus synthèse du GABA amélioré, donc relaxant musculaire, en gros. C'est scientifique, on n'a pas besoin d'un... C'est comme si vous me demandez une étude pour dire si vous respirez pas, vous mourrez. Enfin, je veux dire, il y a aussi le beau sens scientifique qui est maintenant critiqué. Les études sont moyennes. Et alors, moi, j'ai pas de contre-étude qui prouve que ça fonctionne pas. On peut essayer. Et c'est quelque chose qui m'embête fortement. Donc, merci de me laisser en parler. Pas de risque de surdosage avec le zinc et le magnésium. Parce que j'ai peur là que tous nos auditeurs courent acheter du zinc et en prennent. Je plaisante, mais... Alors, en France, les dosages sont encadrés et font partie des plus faibles. En Belgique, par exemple, le dosage max, c'est 30 mg. Nous, on est 10 à 15. Il n'y a pas de risque de surdosage. En revanche, on peut toujours aller consulter son pharmacien ou son médecin pour faire un point. C'est important. Et attention, si vous prenez 3 produits qui contiennent du zinc, bien évidemment, mais ça, c'est pareil. Vous buvez 7 litres d'eau, vous mourrez. Donc, mais voilà, faites quand même un point avec votre professionnel de santé. Mais en tous les cas, je rappelle, les dosages en France considèrent une alimentation variée et équilibrée déjà. Donc, ça devrait aller. Qu'est-ce qui vous inspire ou vous émeut ? Qu'est-ce qui m'inspire aujourd'hui ?
C'est pas interdit de réfléchir. C'est vrai, j'ai le droit de réfléchir. Merci. Justement. Vous avez l'espace pour ça ici. Ouais, c'est ça. En fait, ce qui m'inspire, on va dire que c'est encore lié à mon média, mais aujourd'hui, ma communauté, c'est comme ma famille. Hein. Je les connais tous, tout et tout. Je sais quand est-ce qu'ils se sont abonnés à mon compte. Les 800 000 ? Mais oui, à chaque fois, je me dis, mais Non. tiens, vous, ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu sous les posts. Ah, j'avais un problème. Alors, 800 000, je vous crois pas. Vous prenez quoi pour vous souvenir de ça ? Oméga 3, Bacopa. J'ai plutôt une bonne mémoire, normalement. D'ailleurs, ma communauté peuvent témoigner. Après, ils commandent pas tous, évidemment, bien sûr. Mais ceux qui commandent, je me rappelle très bien. Et par contre, si je change de photo de profil, c'est plus difficile pour moi. Donc, j'ai une mémoire un peu plus visuelle qu'auditive. Mais en tout cas, moi, ce qui m'inspire, c'est ma communauté. En fait, c'est eux qui me motivent. Je travaille du lundi au dimanche, y compris la nuit. Voilà, donc c'est compliqué parfois. Heureusement que j'ai beaucoup d'énergie et c'est eux qui me motivent. C'est eux qui m'inspirent au quotidien pour défendre les compléments alimentaires. Les conseilleurs ne sont pas les payeurs, puisque vous défendez le sommeil et vous faites l'inverse de ce que vous dites. Cordonnier mal chaussé, on connaît bien. Après, voilà, un jour, quand j'aurai une équipe, ça ira mieux. Il faut poser les bases avant tout. Il faut travailler, c'est important. Donc, il y a beaucoup d'enjeux derrière, je pense. Et ce qui, aujourd'hui, m'émeut, on va dire, ou plutôt ce qui m'attriste peut-être, c'est l'injustice. Partout. Pas que dans la santé naturelle, d'ailleurs, partout. Par exemple, je sais pas, moi, le harcèlement moral au travail, heureusement, je touche du bois, j'en ai jamais eu, mais en tout cas, le harcèlement moral, la discrimination raciale, discrimination à l'orientation politique, religieuse, sexuelle, toutes ces choses-là m'énervent. Je déteste l'injustice, voilà, c'est quelque chose qui m'énerve fortement. Donc ça, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Donc c'est ça qui vous inspire ? Non, vous m'avez demandé ce qui m'émeut. Alors, l'émotion, ça peut être positif ou négatif, ça peut être... Mais ce qui m'inspire, c'est ma communauté. Ouais. Ça, c'est une force très positive, justement. C'est eux qui me motivent à continuer. Voilà, c'était la deuxième partie de votre question. D'accord, qu'est-ce qui vous fait du bien ? Qu'est-ce qui me fait du bien ? Ce sont les macarons, les pâtisseries. C'est ça me fait beaucoup de bien. Je mange varié, équilibré, mais j'adore les pâtisseries. Alors, en France, en plus, on est bien lotis. Au niveau pâtisserie, on est quand même assez bon. Vive la France pour la gastronomie, en tout cas. Mais ce qui me fait du bien, je dirais, c'est encore une fois, c'est une énergie positive quand je vois beaucoup de personnes s'unir, en fait. C'est ça qui me fait beaucoup de bien. Votre mantra ou la phrase que vous vous dites et qui vous fait du bien, qui vous embarque, qui vous emporte ? Le mot, je pense, c'est tu vas y arriver. Je pense que c'est pas une citation d'un grand... en gros, c'est mon père qui me disait ça à chaque fois, que j'ai perdu malheureusement pendant la rédaction de ce livre. Mais j'ai toujours en fait essayé de viser très haut. J'aimerais attaquer la Commission européenne d'ailleurs avec tous ces compléments alimentaires. Alors on pourrait dire c'est qui lui tout petit comme ça. Tu vas y arriver. Voilà, parce que je vise toujours haut. J'ai toujours fait ça. C'est très important pour moi. Même les partiels durant mes études, je faisais les partiels des années d'après. Alors j'avançais pas les partiels blancs, on va dire. Je faisais juste 2-3 premières questions. J'étais bloqué assez vite, je vous rassure. Mais ça me permettait en fait de réussir les partiels, on va dire tout simplement. Et j'ai toujours essayé de viser haut. Comme ça, si j'ai la moitié, c'est top. C'est déjà pas mal. Alors, je suis toujours déçu. Mais en tout cas, tu vas y arriver. Voilà. Dès que j'entends ça, même la communauté, ils me voient parfois faire des stories à 4h du matin. Je leur dis, je vais essayer de me battre contre ça. Je me dis, vas-y, go, courage, etc. Et je pense que tu vas y arriver. Je pense toujours à ça, justement, pour avancer. C'est important. Eh bien, merci, Mathieu, pour cet échange instructif et précieux. Merci infiniment. Et je remercie celles et ceux qui nous ont écoutés. Alors, vous l'aurez compris, chers auditeurs, les compléments alimentaires, ce n'est pas de la magie, mais bien un art de vivre. Utilisés avec discernement, ils deviennent nos meilleurs complices pour traverser les défis du quotidien. Aujourd'hui, on a découvert ensemble comment quelques gestes bien pensés peuvent transformer ces petites gélules en puissants alliés pour un meilleur sommeil, une immunité de fer et une mémoire affûtée. Et vous, chers auditeurs, ne l'oubliez pas, la santé ne se trouve pas au fond d'un flacon, mais bien dans chaque décision éclairée que vous prenez. Faites confiance à la science, suivez votre instinct et choisissez intelligemment. Parce qu'au fond, la meilleure version de vous-même, c'est celle que vous sculptez chaque jour, un geste à la fois. Voilà, chers auditeurs, vous le savez, l'aventure ne s'arrête jamais ici sur Blumigno. Avant de partir, un petit rappel. Nous sommes un média indépendant, et dans le monde d'aujourd'hui, ça veut dire quelque chose. Chaque souscription, chaque soutien, c'est ce qui nous permet de continuer à vous offrir du contenu authentique, libre et inspirant. Alors il y a plein de façons de nous soutenir, que ce soit en cliquant sur « Rejoindre » si vous êtes sur YouTube, ou directement sur le site blumigno.fr. On ne va pas se mentir, le soutien financier est essentiel.
Mais bien sûr, si vous ne pouvez pas souscrire, tout, ou plutôt presque tout, reste accessible comme toujours, gratuitement. Alors, êtes-vous prêt à rejoindre notre cercle privilégié ? Si oui, vous savez où cliquer. On vous attend.